Bonsoir à toutes et à tous. Voici le titre de l'actualité. Les retombées du sommet conjoint de l'EAC et de la SADC a abouti à un appel unanime en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi que la fin des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces mesures décisives pour répondre à la crise sécuritaire doivent être respectées par toutes les parties au Bonsoir à toutes et à tous. Je l'ai dit au titre de l'actualité. Le dirigeant de la communauté d'Afrique de l'Est EAC de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC ont pris deux mesures décisives pour répondre à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Réunis en sommet conjoint samedi dernier à Dar es Salaam, ils ont annoncé des actions immédiates pour atténuer l'urgence humanitaire, freiner l'escalade de violence et soutenir les populations durement touchées à Goma, dans le Nord Kivu. C'est un reportage de la presse présidentielle. Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport des Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda. Le sommet conjoint de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion des deux processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des deux processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel que prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des deux blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de sa population meurtrie de Goma et de la partie est de la République. Toujours dans ce même chapitre, l'Afrique du Sud dit soutenir une solution diplomatique et politique dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réaction du président 24 heures après le sommet EAC-SADC tenu le samedi dernier. Afi Moussoungaï pour les commentaires. 24 heures après la rencontre conjointe EAC-SADC qui s'est tenue à Dar es Salaam en Tanzanie au sujet de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi. Il a appelé à la cessation des hostilités entre le parti en conflit afin de rétablir la paix dans les zones touchées par les violences. Cyril Ramaphosa a également insisté sur le respect des droits humains en faveur de la population congolaise et a dénoncé les pillages systématiques de ressources naturelles du pays par certaines forces armées avec le soutien des multinationales. Il a déclaré à ce sujet « Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une solution diplomatique et politique qui donne la priorité à la stabilité de la RDC et de pays voisins et qui préserve la paix ainsi que le bien-être du peuple congolais. »
Et il convient de rappeler que des troupes sud-africaines sont présentes sur les lignes de front dans l'est de la RDC pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans les ripostes contre le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda. Lors des affrontements à Goma, 14 soldats sud-africains ont perdu la vie sur les champs de bataille. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Les préoccupations de députés de province, allais-je dire, à l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC étaient au centre des échanges entre le bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Le président du Sénat les a exhortés à la mobilisation générale face à l'ennemi qui est dans nos territoires. Afi, une fois de plus pour lui. Commentaire. Sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, une importante séance de travail a mis autour d'une table le membre du bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la RDC. Au menu des échanges, les différentes préoccupations des assemblées délibérantes et l'épineuses question de l'agression rwandaise sous couvert d'essais supplétifs du M23 AFC dans l'est de la RDC. Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat, Sama Lukonde, a salué la démarche de ses interlocuteurs qui tombent dans un contexte aussi très particulier et les a exhortés à s'approprier de l'appel du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, à la mobilisation générale, à la résilience, à la résistance et à l'unité nationale afin de bouter dehors l'ennemi. Je nous exhorte donc tous, vous qui au quotidien êtes au contact direct avec les différentes couches de la population, particulièrement les jeunes, à relayer l'appel du président de la République et chef de l'État pour la mobilisation générale. Et aussi l'appel à être derrière nos forces armées ainsi que nos vaillants voisins. Trêve de longs discours, je tiens à vous rassurer que le Sénat, votre émanation, reste le défenseur des prérogatives constitutionnelles et des droits des assemblées provinciales. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, qui a fait l'office du porte-parole de la délégation, s'est dit très satisfait de la rencontre et de la disponibilité que les bureaux du Sénat leur a accordé d'échanges et de discuter sur la mobilisation pour faire face à la guerre d'agression infligée par le Rwanda sous le couvert M23 AFC. Les assemblées provinciales, sinon les députés provinciaux, sont les acteurs les plus proches du peuple. Et par conséquent, nous sommes les premiers qui devraient sensibiliser cette population pour barrer la route à cette évasion rwandaise. Cette importante séance de travail s'est tenue le samedi 8 février en la salle Kivu du Palais du Peuple. Direction partie est de la République démocratique du Congo, contrairement aux rumeurs d'intoxication de l'armée numérique rwandaise sur la prise de certaines localités dans la province du Sud Kivu, le gouverneur de cette province a tenu à rassurer la population à travers un message d'apaisement. Suivez. Je tenais ici à rassurer la population du Sud Kivu et la population congolaise en général que contrairement à la campagne médiatique qui a l'armée numérique de l'ennemi, qui cherche à tout faire pour intoxiquer la population, disant qu'il y a une grave insécurité dans la province Sud Kivu, eh bien, il n'en est pas le cas. Comme l'a dit hier le chef des opérations militaires dans la zone ici, le général Massunzu, je tenais ici à préciser, à dire à la population de rester calme, de vaquer à ses occupations, simplement parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris des mesures appropriées pour renforcer nos effectifs, pour leur doter des équipements appropriés, mais aussi pour leur doter de la ration alimentaire, ainsi que de leur salaire, entre guillemets. Tout est arrivé, tout est distribué correctement, et donc il n'y a vraiment pas de quoi craindre. Les gens qui disaient ils sont déjà à Katana, ils sont à Birava, ils sont à Kavumu, c'est vraiment de l'intoxication pure et simple.
à l'heure où je vous parle, la réalité, c'est que lorsqu'on a changé nos forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, parce qu'il y a toujours le relèvement, ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, il faut les relever. Et quand on les a relevés, effectivement, avec des nouvelles unités qui sont sur le terrain, en quittant cet axe de Calais jusqu'à Kavumu, il y a eu des bévues que quelques éléments ont commis. C'était donc là les propos recueillis de Merveille Amsini. Changeons de chapitre à présent, les travaux du projet Rocadre de Kinshasa évoluent à pas de géant. Le ministre d'État ayant les infrastructures à sa charge, Alexis Guissaro, a parcouru le samedi 8 février dernier les 63 km de cette route afin de s'imprégner de son état d'avancement. Reportage signé Afi Moussoungaï. Commençons par la partie sud-est qui va d'Ndjoku sur le boulevard Lumumba jusqu'à Mitendi. Alexis Guissaro a réalisé un constat satisfaisant, la construction des caniveaux, des buses, des dallos, l'aménagement de la route à 4 bandes avec les remblayages de la chaussée. Voici notamment ce que représentent les tableaux sur l'évolution des travaux. Satisfait par la qualité des travaux et le respect du délai imparti, le ministre d'État aux ITP a laissé entendre que ces ouvrages sont exécutés dans les règles de l'art. À ce stade, les défis majeurs restent l'expropriation. Cette problématique est en cours d'examen au sein de la commission interministérielle. De l'autre côté, le patron des ITP a réitéré son soutien au chef de l'État et à la population de l'Est du Congo-Kinshasa, victime de l'agression rwandaise. Parlons agriculture dans ces journaux. Après Kanyama-Kasisi, dans la province du Olomami, le service national s'installe à Lovo. Dans le Congo central, 500 hectares de maïs ont été produits cette saison et 1000 hectares de production sont attendus la saison prochaine. Je vous le disais, parlons agriculture dans ces journaux. Après Kanyama-Kasisi, dans la province du Haut-Katanga, le service national s'installe à Lovo dans le Congo central. 500 hectares de maïs ont été produits cette saison et 1000 hectares de production sont attendus la saison prochaine. Avoir le plus grand champ aux portes de Kinshasa, tel est le défi que compte relever le service national. Ce samedi 8 février 2025, son commandant était à Lovo, situé à plus de 150 km de la capitale congolaise. Nous sommes dans la province du Congo central. Et à en croire le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, le site présente beaucoup d'atouts. Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à ses situations géographiques également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyama-Kasisi. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyama-Kasisi où Kanyama-Kasisi est enclavé. Il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. Lovo connaît une contrainte qui n'est pas insurmontable, mais cela nécessite un grand investissement. Le commandant du service national explique. C'est comme si c'est créé un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Or, le site où nous sommes, nous l'exploitons en météage, c'est-à-dire nous sommes en train de louer les terres qui appartiennent aux tierces personnes.
De ce soir nous amène à comprendre le bienfait de la feuille de basilic. Notez que c'est une plante herbacée utilisée en cuisine. Sa saveur parfumée est caractérisée par de plants italiens. La feuille de basilic est riche en vitamine K et en oxydants. Cette lutte contre radicaux libres, un élément des Cosette Nzoko rendu par Merveille Amsini. Communément appelée Lumba Lumba, le basilic est une plante qui mesure 20 à 60 cm de haut. Possède de feuilles ovales atteignant 2 à 3 cm, de couleur verte pâle et verte foncée. Connu comme un excellent antispasmodique, son effusion parfumée est efficace contre le spasmogastrite, le colique et flatulence. Le basilic est aussi un bon anti-inflammatoire. Il facilite également la digestion. On lui reconnaît aussi de vertus sédatives susceptibles de lutter contre l'insomnie et l'anxiété. En cas de vertige et de migraine, cette plante est aussi recommandée. Ici est de noter que le basilic prévient également la nausée et l'évanouissement. Il contient des différents antioxydants, des flavonoïdes et des acides phénoliques. Au niveau des minéraux, il est riche en vitamine K, qui participe au processus de coagulation du sang. Il est source intéressante de provitamine A, de calcium et phosphore. Comme assaisonnement, le basilic est consommé en petite quantité. Pour bénéficier de cet apport, il faut donc l'ajouter aux aliments de façon significative. Du point de vue cosmétique, le basilic est un excellent tonique pour la peau et le cheveu. Cependant, son huile est contre-indiquée aux femmes enceintes, des enfants de moins de 6 ans et des personnes souffrant de gastrite. Le basilic ne présente aucun risque dans l'alimentation. Il est recommandé de plonger quelques feuilles de basilic dans une tasse de bouillie. Alors, n'hésitez pas de faire du basilic votre allié de tous les jours. Sport dans ce journal. Du 16 au 28 février, le Léopard de la République démocratique du Congo, cadet de moins de 17 ans, prendront part à Douala. Nous sommes là au Cameroun, au tournoi national INIFAC pour disputer la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie qui se tiendra cette même année au Maroc. Judith Kapemba pour les commentaires. INIFAC prévu du 16 au 18 février 2025. Pour ce faire, Étienne Dianda, sélectionneur principal de cette sélection des cadets garçons, a rendu public une liste de 18 joueurs tirés du répertoire des joueurs qui ont excellé lors du dernier championnat de la Ligue nationale de football des jeunes d'Inafej dans la ville-province de Kinshasa. Les samedis 8, dimanche 9, lundi 10 février 2025, les garçons sont passés par leur première labeur sous la houlette du sélectionneur Étienne Dianda au centre technique Kourarampova dans la commune de Lansele avant de pouvoir s'envoler pour Douala. Le président Zéphir Kaninda Moukanya, satisfait du travail accompli. Déjà, il y a un élément positif, c'est-à-dire à chaque raté, ça nous donne une matière à réfléchir. Et là, on a réfléchi sur les raisons des ratés précédentes. Et vous aurez remarqué qu'on est passé quand même par le test IRM. Nous avons le groupe est là. Donc on a tenu compte des erreurs du passé pour constituer aujourd'hui un groupe. Nous sommes prêts pour le déplacement, nous sommes prêts pour affronter la compétition, nous sommes prêts pour le rendez-vous de Douala. L'ATIAM I-17 s'envolera incessamment pour aller en force défier les 4 autres nations de la zone avec l'obligation d'arracher une place à la prochaine CAN de la catégorie. Il s'y est dénoté que le premier adversaire de la RDC sera le Cameroun, pays hôte du tournoi, le 16 février au stade de la réunification de Douala et le 19 février contre le Panther du Gabon au même stade. Suivra la République centrafricaine le 28 février. La marche de l'Opar I-17 à Douala s'arrêtera devant les rivales de l'autre rive du fleuve Congo, la République du Congo, le 28 février 2025, dans le même stade précité.
Le plus important sera donc de remporter le plus de matchs ou faire au moins des matchs nuls pour espérer se qualifier à la prochaine CAN. Les hommes de Dianda ont donc un grand défi à relever. Après la réunion de la tripartite FECOFA-Conor, Ligue nationale de football, COGES et les sociétaires de la Ligue 1 et Ligue D, la date du samedi 15 février 2025 est retenue pour les go de la manche retour de la phase classique qui ira du samedi 15 février au mardi 15 avril 2025, soit 59 jours pour organiser 144 rencontres, dont 66 du groupe A et 78 du groupe B. Propos recueillis par Judith Kapema. Beaucoup de satisfaction. Dans tous les cas, entre sportifs, on finit toujours par nous entendre. Nous savions que nous allons nous entendre. L'essentiel pour nous, c'est que le football se joue et les doléances de chacun a été entendue. Nous commençons le 15 pour la phase retour, pour qu'au 15 avril, nous commencions effectivement avec le play-off. Ben écoutez, nous allons cheminer. L'INAFoot fait déjà bonne chance à tous les clubs. Que le meilleur gagne, surtout que le meilleur gagne sur terrain. Nous allons prendre des dispositions. Nous allons inviter les arbitres, parce que généralement, si les arbitres font bien leur travail, nous avons un vrai champion. Et il faudrait qu'au 15 juin, nous sacrons le vrai champion qui ne sera contesté de personne. Je voudrais remercier la FECOFA, remercier le club, pour cette implication, et tout le monde a donné le meilleur du sien, et que, écoutez, le football va maintenant rouler, très vos bavardage. Je dirais que pour nous c'est une grande satisfaction de savoir que le championnat va pouvoir continuer dans sa forme avec la phase retour de la phase classique, ainsi que les playoffs en phase aller et en phase retour. Donc c'est une très grande satisfaction. Et nous demanderons à la LINAFoot et la FECOFA de bien travailler de concert pour que les timings soient respectés et que tout le championnat puisse se terminer. De jouer ces matchs et de les gagner. C'est ça le... Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres de l'actualité. Les retombées du sommet conjoint de l'EAC et de la SADC a abouti à un appel unanime en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi que la fin des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces mesures décisives pour répondre à la crise sécuritaire doivent être respectées par toutes les parties. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure, à la même chaîne. Au revoir.